États-Unis et le Venezuela. Pour bien comprendre le problème ici, il faut savoir que ce que l'on entend, c'est que les États-Unis ont mis une prime sur Maduro, environ 50 millions de dollars, afin qu'il puisse être arrêté. L'accusation était qu'il serait en gros un trafiquant de drogue et que tout son gouvernement en serait un également. Dans les années 1970, le Venezuela était l'un des pays les plus riches de la planète. C'était le premier distributeur de pétrole, produisant environ 3 millions de barils par jour. Le pays était alors contrôlé par de grandes compagnies, principalement américaines ou internationales comme Exxon, Chevron ou Texaco. Et ce, jusque dans les années 1990, avant Hugo Chavez. À cette époque, le pays comptait 70% de pauvreté. Le Venezuela n'était donc pas très différent de l'Iran sous le Shah ou de la Libye avant Kadhafi. Lorsque Hugo Chavez gagna les élections dans les années 1990, son objectif fut de se battre pour le peuple et de réduire la pauvreté. Il prit le pouvoir et changea tout. Il utilisa l'argent du pétrole pour investir dans les questions sociales. On affirme qu'il fit passer la pauvreté de 70% à 7% grâce à cette manne pétrolière. Plus de 9 millions de familles eurent accès à des logements sociaux construits sous Chavez. Pour la première fois, les classes populaires pouvaient envoyer leurs enfants à l'université. Ce furent des avancées sociales incroyables. Mais investir tout l'argent du pays dans le peuple est précisément ce que les milliardaires et les grandes corporations détestent. La plupart de ces compagnies quittèrent le pays, car elles n'avaient plus de pouvoir ni de contrôle sur le gouvernement. Aux États-Unis, le système repose sur les grandes corporations qui dirigent l'État. Présidents, sénateurs, responsables politiques ne sont que des marionnettes des grandes entreprises. C'est de cette manière que Washington cherche à contrôler le reste du monde. Chavez résista à cela. On tenta de l'assassiner, de le renverser, sans succès. Son bras droit était Nicolás Maduro. Quand Chavez tomba malade et comprit qu'il ne pouvait plus gouverner, il remit le pouvoir à son vice-président Maduro. Après sa mort, Maduro gagna les élections et continua sur la même voie. Sous la première administration Trump, dès qu'il engagea John Bolton comme conseiller, la donne changea. Trump, à la différence d'autres présidents américains, n'était pas un belliciste. Mais à Washington, chaque président est poussé vers une guerre. Trump ne voulait pas d'une guerre en Syrie, il fit juste bombarder un aéroport pour montrer quelque chose au complexe militaro-industriel, mais c'était tout. C'est là qu'intervint John Bolton, le faucon par excellence. Il se concentra sur le Venezuela et organisa un coup d'État. Les États-Unis choisirent un président par intérim, Juan Guaidó, qu'ils présentèrent comme le chef légitime du pays, sans élection. Le but était clair, reprendre le contrôle du pétrole. Le Venezuela possède plus de réserves pétrolières que l'Arabie saoudite. L'opération fut baptisée Freedom. Le plan consistait à convaincre Maduro de quitter le pays sous de fausses informations afin que Guaidó prenne le pouvoir et que Washington dirige en coulisses. Mais la Russie et Cuba intervinrent. Ce sont eux qui dirent à Maduro « Tu ne bouges pas, tu restes ici ». Le coup échoua, les soldats de Guaidó ne se présentèrent pas et ce fut un échec retentissant pour les États-Unis. Maduro en sortit même renforcé. Ensuite, Trump perdit les élections, Biden arriva et la guerre en Ukraine commença. Comme les États-Unis sanctionnaient la Russie et ne voulaient plus de son pétrole, ils tentèrent de se rapprocher du Venezuela. Mais Caracas n'oublia pas que ce sont la Russie et Cuba qui l'avaient sauvé. Le Venezuela accepta de discuter affaires, mais sans se laisser contrôler. La raison pour laquelle Washington s'acharne sur Maduro reste la même, le pétrole. Trump avait besoin de faire baisser les prix, de trouver des alternatives pour affaiblir Moscou. S'il pouvait remettre la main sur le pétrole vénézuélien, cela servirait à la fois à l'économie américaine et comme levier contre la Russie, en tentant de convaincre l'Inde par exemple d'acheter du pétrole vénézuélien plutôt que russe. Les États-Unis envoyèrent 4000 soldats près des côtes du Venezuela. En réponse, Caracas mobilisa 4 millions de volontaires, plus que l'ensemble de l'armée américaine. Le message était clair, ils stanąć przeciwko à défendre le pays. Si le premier coup d'État avait échoué à cause de l'intervention russe et cubaine, pourquoi cela marcherait-il aujourd'hui alors que les liens entre Moscou et Caracas sont encore plus forts? Et vous, qu'en pensez-vous? Le Venezuela peut-il encore résister aux pressions de Washington? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Poutine.